Bonjour les amis, j'espère que vous portez toutes et tous très bien. Je suis très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour l'avant-match, la rencontre face à Newcastle. Le Barça accueille donc les Anglais ce mercredi. Match aller plutôt compliqué, on avait parlé de gestion, on avait parlé de pas mal de choses. Ce soir, ça va être différent. Ce que je vais attendre du Barça, vous vous rappelez du match, de la vidéo du match d'avant-match, je veux dire du match aller. Je vous disais quoi? Je vous disais que je ne m'attends pas en fait à un Barça qui part à l'abordage, je ne m'attends pas à un Barça tout feu, tout flamme, qui arrive, qui attaque de tous les côtés pour se manger une sorte de 4-0, un peu comme le déplacement au Metropolitano il y a quelques semaines en arrière. Je ne m'attendais pas à ça. Je m'attendais à ce que le Barça éteigne les débuts de flamme un peu partout au sein du St. James Park. C'est ce qu'ils ont fait. Mais je ne m'attendais pas à ce que le Barça soit aussi médiocre offensivement. Donc on en a parlé, allez revoir le débrief. Mes exigences vis-à-vis de ce match aller seront drastiquement différentes par rapport à mes exigences de ce match retour. Le Barça évolue au Camp Nou. Est-ce que le Camp Nou pourra faire office d'enfer? L'enfer du Camp Nou, parce qu'on parle bien du St. James Park, l'enfer du St. James Park. Mais parlons aussi de l'enfer du Camp Nou, parce que si le Barça a réussi à amener ce match-là dans une sorte d'intensité, dans une sorte d'atmosphère hostile pour l'adversaire, ça peut déstabiliser énormément, comme beaucoup d'équipes sont déstabilisées lorsqu'elles vont au St. James Park. Je pense que beaucoup d'équipes peuvent être déstabilisées lorsqu'elles viennent aussi au Camp Nou. Donc ça sera ça l'objectif. Mais cet objectif, tu ne l'atteins aussi que si tu réussis à prouver sur le terrain. Parce que même si l'atmosphère autour, avant le match, à l'arrivée des bus, des équipes, l'atmosphère elle est là, si sur le terrain tu n'es pas au niveau, tu ne feras pas peur à ton adversaire. Parce que si ton adversaire il arrive te presser une fois, deux fois, trois fois, il voit que tu perds le ballon et que tu n'es pas au niveau ce soir-là, il va prendre en confiance. Mais si tu arrives à prendre ton adversaire à la gorge dès le début du match et être là dans les tampons aussi, être là physiquement et dans l'intensité, sur la qualité technique, à éteindre le pressing de l'équipe adverse une fois, deux fois, un peu comme le match contre l'Atlético récemment au Camp Nou. Je pense que oui, là, psychologiquement, tu peux déjà faire peur à ton adversaire et rentrer dans sa tête. En fait, tu peux te faciliter le match comme ça. Donc, je vous disais que je m'attends à un match du Barça beaucoup plus abouti que celui du St. James Park. Logique, parce que le Barça avait été médiocre dans l'utilisation du ballon. Techniquement, c'était faible. Lamine Yamal, c'était pas si bon que ça. Rafinha aussi, c'était mauvais. Même Pedri était tout seul, en fait. Pedri était tout seul. Bernal n'était pas non plus au niveau. Il était assez discret, un peu caché. Donc, je m'attends en fait à ce qu'il y ait beaucoup de joueurs qui step up cette fois-ci. Rafinha vient de sortir un gros match face à Séville. Maintenant, on connaît Rafinha, il est capable de s'enflammer, de prendre feu à tout moment et de sortir une série de matchs incroyables. J'espère que ce match-là face à Séville, moi je pense pas actuellement qu'il manque de confiance, parce qu'un mec qui manque de confiance ne met pas une panenka comme il l'a fait contre Séville, surtout pour l'ouverture du score. Voilà, je pense que Rafinha c'est juste un mec qui a besoin de rythme, d'enchaîner, parce qu'on le voit, même à 3, 4-1, 5-1, le mec il arrête pas de courir, il a besoin de ça, il a besoin de se nourrir en fait de cette énergie-là. Donc peut-être qu'on a retrouvé Rafinha, ça sera un élément de réponse déjà direct demain contre Newcastle. Si Rafinha là te plante un but ou en tout cas est décisif, là ça y est, il peut terminer la saison en boulet de canon et c'est tout ce que je lui souhaite. On va également se focaliser aussi sur Cancelo, parce que oui, Cancelo, on parle en positif de lui depuis quelques matchs, notamment contre l'Atlético Madrid, notamment contre Levante et tout, et avant-hier contre Séville. Ça peut être aussi un match statement pour Cancelo, parce que offensivement, je pense qu'on le savait déjà qu'il allait apporter des choses, mais je ne pensais pas en fait que Cancelo arriverait à apporter autant de choses aussi rapidement, parce que je savais qu'il manquait de rythme lorsqu'il venait d'arriver au Barça. Parce que ceux qui se rappellent, lorsqu'il était à Al Hilal, déjà lors de la Coupe du Monde des clubs, il te sort 2 gros matchs contre City et contre le Real à l'époque. Donc je pense que Cancelo, ce qu'il a sous la semelle, il l'a pas encore montré à 100%, mais attention quand même à ne pas sortir tes stinkers qui nous ont plombé la saison du Barça en fin de saison lors de la saison de Xavi, la dernière de Xavi. Mais je pense que c'est un problème qui allait beaucoup plus loin que la simple défaillance Cancelo. Le Barça à cette époque-là manquait beaucoup de sérénité, d'approche tactique. Il y avait plein de choses qui allaient pas à plein de niveaux. Donc Cancelo était un des problèmes, mais pas la raison pour laquelle le Barça se fait éliminer contre le PSG ou contre ou le dernier match contre le Real Madrid. En fait, ce match face à Newcastle peut être une sorte de match référence pour Cancelo. Parce que le sort là, un partidazo, il continue sur sa lancée. Là, pour le coup, Alejandro Balde, je serais très 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 inquiet pour lui, même pour la saison prochaine.
Après, la saison, elle n'est pas encore terminée. Il y a des matchs, des échéances importantes qui vont arriver. Il y aura le temps pour Baldé de revenir afin de prouver qu'il est capable de reprendre une place de titulaire. Moi, je pense qu'il en a les capacités. Il stagne, il ne progresse pas. Il a même peut-être un peu régressé, on va pas se mentir. Mais voilà, moi je n'abandonne pas Baldé pour le coup, pour l'instant en tout cas, du moins. On va attendre, je vais être un peu patient avec lui. C'est un jeune joueur, voilà, il traverse une période difficile. C'est pas parce que Cancelo est exceptionnel là depuis quelques matchs que je vais l'enterrer. Cette équipe de Newcastle, en fait, c'est une équipe dangereuse dans le sens où elle est capable de s'adapter à pas mal de situations, à pas mal de contextes. C'est une équipe qui est capable de jouer sur les coups de pied arrêtés. Ils ont de la taille, ça on le sait déjà. C'est une équipe un peu à l'anglaise déjà, ça c'est culturel. Mais ils ont aussi cette faculté, en fait, à pouvoir jouer en transition assez rapidement, à sortir des ballons assez bien. Regardez le but qu'ils marquent contre Chelsea. Bon, après, vous me direz, la défense de Chelsea, elle est totalement ridicule. Même nous, on n'a jamais joué la ligne du hors-jeu de cette manière-là, en laissant la défense autant écartée. Bref, ils ont marqué un but en transition contre Chelsea. Mais pour ceux qui ont vu ce match-là contre Chelsea, moi, je pense que les 30 premières minutes, elles sont assez révélatrices de certaines limites de cette équipe de Newcastle. Si tu arrives à vraiment bien gérer certaines choses, moi, je pense que le Barça est même capable d'éteindre cette équipe de Newcastle, leur mettre 1-2 buts assez rapidement. Parce que je pense, honnêtement, je pense qu'ils vont venir chercher le Barça assez haut. Ils vont essayer d'exercer un pressing assez agressif. Si jamais le Barça élimine le pressing de Newcastle, ils vont se replier. Exactement comme ce qui s'est passé contre l'Atlético Madrid au Camp Nou récemment, là, que ce soit en Liga ou même au match retour de Copa. Je pense que c'est des équipes qui sont un peu similaires dans leurs approches, qui sont capables de dominer, qui sont capables d'avoir une qualité technique pour sortir des ballons ou en tout cas faire un jeu rapide, mais aussi capables de jouer sur du jeu long ou en tout cas des centres à la surface et varier leur jeu. Vous voyez, moi je pense que cette équipe de Newcastle, c'est une équipe qui est moins forte intrinsèquement que l'Atlético Madrid. Parce que je regarde juste l'attaque de Newcastle, c'est vrai qu'il y a du Gordon, qu'il y a du Barnes, qu'il y a du Elanga et tout, mais je pense que c'est moins fort que Julian Alvarez, Lookman, Giuliano Simeone. Pourtant, tu as affronté cette équipe de l'Atlético Madrid deux fois chez toi à domicile cette saison au Camp Nou, et les 2 fois, tu leur as mis au moins... Enfin, tu leur as mis 3 buts. Tu les as martyrisés limite au Camp Nou. Donc, voilà. Je pense que c'est une équipe qui est un peu similaire dans le style à l'Atlético Madrid. Et je pense sincèrement que l'Atlético Madrid est une meilleure équipe que Newcastle. Donc, ça serait une faute professionnelle pour le Barça de se faire éliminer. Parce que c'est une possibilité. Ça se peut que ce soit le dernier match du Barça en Ligue des Champions cette saison. J'espère que ce n'est pas le cas. Mais voilà. Espérons qu'ils fassent le boulot et qu'on n'ait pas en fait à être là mercredi soir à parler de catastrophe. Donc oui, je disais que cette équipe de Newcastle, même si c'est vrai qu'ils ont des joueurs intrinsèquement, je pense, ce n'est que mon avis, moins forts que l'Atlético Madrid, je pense qu'ils ont malgré tout d'autres joueurs qui sont capables de faire mal au Barça dans des styles différents, notamment sur les coups de pied arrêtés. Même si le Barça n'a pas encaissé de but sur coups de pied arrêtés lors du match aller, je pense que c'est aussi dû quelque part à la présence de non seulement Lewandowski, mais aussi Araujo. Et moi, je ne vais pas vous mentir, dans mon 11 probable, 11 que je veux voir mercredi, je vous le dis tout de suite, Araujo et Lewandowski ne sont pas là. Ils ont leur importance dans ce sens-là. Donc, est-ce que tu devrais maximiser, je veux dire, tes forces pour essayer de faire mal à cette équipe de Newcastle, ou bien est-ce que tu dois essayer de te protéger et craindre, en guillemets, les qualités de ton adversaire? C'est une question que je vous pose dans les commentaires. Dites-moi, moi je veux savoir. J'ai envie de vous lire dans les commentaires, savoir ce que vous en pensez par rapport à ça. Moi, si vous me posez la question, je préfère privilégier tes qualités parce que si le Barça est à son niveau, si le Barça joue avec ses qualités à fond, je pense que tu n'auras pas en fait à te soucier des qualités de tes adversaires. Après, il faut évidemment faire attention à ça, défensivement et tout. C'est pour ça que je vous dis que Cancelo, dans son dos, il va falloir qu'il fasse très attention. Par exemple, Anthony Elanga, ça va très vite, même si c'est un poulet sans tête lui un peu. Gordon, c'est un vrai danger pour le coup. 2e meilleur buteur de Ligue des Champions, même si c'est vrai que la plupart de ses buts sont arrivés contre Karabag en phase de barrage, là, une des équipes les plus faibles de la Ligue des Champions. Mais Gordon, ça reste un finisseur. Il est extrêmement rapide, technique, travailleur. En fait, c'est un mec complet. Il peut jouer à gauche au poste de numéro 9. À droite, il est assez mobile. Donc lui, ça sera un poison. Il n'était pas titulaire au match aller. Il était titulaire lorsque le Barça avait gagné contre eux la dernière fois en phase de Ligue. Mais voilà, je pense que ça sera leur attaque. Il y a même des chances que Waltema 2 soit
soit aligné au milieu. On verra ce qui va se passer. Mais moi, je crains beaucoup plus en fait leur vitesse derrière. C'est pour ça que je vous dis que Cancelo, ça sera un match un peu tournant pour lui. Je vais observer également le retour d'Eric Garcia dans le 11, mais on parlera du 11 tout à l'heure. Je voulais juste là, en fait, me focaliser sur ce que le Barça devra faire, ou en tout cas ce à quoi il devrait s'attendre face à cette équipe de Newcastle. En parlant de pressing haut de Newcastle, je voulais aborder un thème qui m'a été d'ailleurs assez bien mentionné la dernière fois lors d'un don des commentaires. Je tiens à remercier Steve Ali François. Merci pour ton don, frérot. Salut Massiane, je suis depuis 2019. J'adore tout ce que tu fais et je te souhaite bonne chance pour la suite. Merci beaucoup, mon frérot. Alors, ce qu'il dit, c'est très intéressant parce que c'est un thème que je voulais aborder ici, que je remarque aussi, comme lui. J'ai remarqué quelque chose depuis le début de la saison. Chaque fois que nous affrontons une équipe physique qui nous presse haut sur le terrain, notre troisième milieu de terrain, et plus précisément le numéro 10, se révèle presque inutile lorsqu'il s'agit de relancer le ballon depuis l'arrière. J'ai l'impression que ce troisième milieu est positionné beaucoup trop haut. Même contre Newcastle, nous n'avons eu que 23% de possession de balle dans la moitié de terrain adverse. Je pense qu'il est temps de revenir à l'utilisation de milieux relayeurs afin de mieux maîtriser le jeu dans les deux moitiés de terrain. Avec une formation en 4-3-3, nous disposerions de davantage de milieux capables de se projeter dans la surface de réparation adverse. Dis-moi ce que tu en penses et merci beaucoup. Alors merci encore une fois pour ton don, frérot. Et je suis totalement d'accord avec ça. Moi, je pense que contre Newcastle, ça m'a un peu dérangé en fait que le Barça ne réussisse pas à s'installer dans le camp adverse en fait. La possession que le Barça avait, c'était souvent une possession entre les défenseurs du Barça devant la surface du Barça pour faire tourner le ballon pour essayer de se protéger. Mais tu voyais pas un Barça qui réussissait à imposer, je veux dire, des phases longues de possession, par exemple, dans le camp adverse. Un peu comme c'était le cas dans le match contre Séville ou dans d'autres matchs où tu sens que lorsqu'ils sont au niveau, lorsqu'ils arrivent à sortir les ballons, ben, l'adversaire est obligé de reculer de son bloc. Donc, ça s'explique en grande partie, je suis d'accord, par le fait que contre Newcastle, par exemple, Fermin, il était il était beaucoup trop haut. Je dirais pas qu'il se cache, mais les angles de passe où il demande le ballon, c'est pas des angles où on peut le trouver. Du coup, les deux milieux dans le double pivot, Bernal et Frenkie, parce que Bernal aussi, voilà, il était difficile à trouver. Mais Frenkie je dis Frenkie depuis tout à l'heure. Bernal et Pedri. Du coup, Pedri se retrouvait en fait à faire ce qu'il n'a pas l'habitude de faire, c'est-à-dire à porter le ballon, à garder le ballon un peu plus que d'habitude. Alors d'habitude, il le fait pour essayer exprès d'attirer le pressing vers lui pour décaler ses partenaires. Mais quand Newcastle à l'aller, il était obligé de garder le ballon beaucoup trop. J'ai vu des gens le critiquer par rapport à ça, mais il le fait parce qu'il n'a pas de solution de passe. Et parce que les autres milieux sont soit dans des axes de passe impossibles à trouver, ou alors ils se cachent, ils sont beaucoup trop hauts, notamment Fermin. Donc ça m'a dérangé aussi, même contre Bilbao, pour ceux qui se rappellent. Tu voyais Olmo, qui était titulaire, qui était beaucoup trop haut. À chaque fois qu'il redescendait, ça aidait. Donc oui, le fait d'avoir des milieux qui arrivent à revenir pour aider lors des sorties de balles, et on va en parler dans mon 11 tout à l'heure, je pense que ça pourrait aider le Barça à s'installer beaucoup plus longtemps dans le camp adverse, à imposer son jeu. Donc à voir comment ça va se passer contre Newcastle, j'espère qu'on pourra pallier à ce problème-là. Mais effectivement, je ne sais pas si c'est le 4-3-3 qu'il va falloir mettre de nouveau en place, ou en tout cas des relayeurs, beaucoup plus de relayeurs en tout cas. Mais ouais, quand tu as un numéro 10 qui est beaucoup plus axé attaque et qui ne pense qu'aux demi-espaces pour essayer d'attaquer les adversaires et qui ne pense pas à venir aider lors des sorties de balles sur des pressings agressifs limite individuels, tu peux te retrouver en difficulté assez rapidement et à avoir des possessions stériles devant ta surface. Maintenant, par rapport au 11, ça c'était celui qui avait débuté face à Séville. Alors, je ne m'attendais pas à voir Pedri débuter, ni Bernal, mais les deux ont débuté. Pedri est sorti dès la mi-temps. Je pense qu'il y aura naturellement des changements. Alors, par rapport à la défense, je pense que Kuba et Martin, ça va débuter, tout comme Cancelo. Par contre, je ne pense pas que Xavi Espartz débutera de nouveau. Je pense que Eric Garcia a été préservé exprès durant ce week-end pour qu'il soit titulaire contre Newcastle. Et je pense que ça fera une grosse différence par rapport au match aller. Parce que lors des sorties de balles, pourquoi on parlait tout à l'heure du fait de ne pas réussir à s'installer dans le camp adverse, mais c'est parce qu'en grande partie, tu n'arrivais pas à sortir les ballons du côté droit.
aussi. Tu voyais que les joueurs qui s'évitaient de jouer sur le côté d'Araujo parce qu'ils savaient qu'il aurait du mal lors des sorties de balle s'il était pressé. Du coup, ça passait beaucoup plus sur Martin, Cubarsí et Cancelo. Là, et Pedri était aussi de ce côté-là. Donc, le côté droit était un peu mort parce que Bernal était difficile à trouver lui aussi. Voilà, il était sobre, mais voilà, invisible. Du coup, je pense que Eric, il est très à l'aise balle au pied, surtout pour les sorties de balle. On le sait, c'est l'une de ses qualités de base. Donc, tu auras la possibilité, en fait, de sortir les ballons des deux côtés, que ce soit à gauche ou à droite. Tu auras des latéraux assez techniques, en fait, capables d'aider lors des sorties de balle. Et je veux un Bernal aussi qui s'implique davantage, en tout cas, qui s'implique beaucoup plus que lors du match aller. Parce que Pedri était beaucoup trop seul lors du match aller. Alors, ce sont des matchs à intensité assez élevée. Peut-être que il n'a pas encore assez le coffre pour tenir tout ça, d'où l'absence de Frenkie. Je pense qu'elle nous fait mal, hein, pour les gens qui critiquent Frenkie. Moi, je pense que voilà, dans des matchs pareils, il aurait fait énormément de bien par rapport à sa manière de résister au pressing et au physique et tout. Bernal, je pense qu'il a ça, hein, mais il est encore trop jeune, les gars, même si c'est un crack, c'est un monstre, c'est un ovni. On verra. Donc, ça se peut très bien qu'il réussisse à sortir aussi un parti d'assaut et qu'il réussisse à éliminer le pressing de Newcastle qui sera très agressif. Donc, le double pivot Pedri-Bernal. Olmo, alors. Olmo, je vais vous dire tout de suite, moi, la vérité, vous savez, non, déjà, Lamine fera lui aussi son retour dans le 11. Lewandowski, il vient d'enchaîner là 2 matchs titulaires, 90 minutes contre, non pas 90 minutes contre Newcastle, il est sorti au bout d'un moment contre Newcastle, mais il était titulaire. Donc titulaire contre Newcastle, titulaire contre Séville, et Séville, contre Séville, il a joué les 90 minutes. Donc ça me pousse à croire en fait qu'il ne débutera pas ce match contre Newcastle pour le match retour. D'autant plus qu'il était vraiment très mauvais contre Séville. Il a réussi qu'une seule action, c'est l'action de but de Cancelo, et ça c'est parce qu'il fait un bloc. Mais pour le reste, ça se voit qu'il n'est pas du tout en confiance. Peut-être c'est un problème de confiance, peut-être c'est un problème aussi juste d'âge. C'est l'âge, je suis désolé. Et moi, ce qui me fait le plus mal, c'est de voir en fait une légende du foot ne pas se rendre compte que son corps lui dit stop, en fait. Lorsque tu vois même CR7 du côté de l'Arabie Saoudite et tout, forcé et tout, stop. Quand au bout d'un moment, stop, quoi. Et Lewandowski, j'ai l'impression qu'il est un peu dans le déni. Et il se dit peut-être que ses coéquipiers veulent pas trop jouer avec lui. Mais quand il joue avec lui, frère, il rate des trucs de fou. Donc, je commence à perdre espoir par rapport à sa dernière ligne droite. Je pense qu'il a plus, en fait, ce qu'il faut pour des matchs à haute intensité. Et même des matchs assez faciles comme contre Séville, quand tout le monde mange. Mais il lui passe à côté. Donc, je ne vois pas non plus Ferran Torres aligné au poste de numéro 9, malgré tout. Je vois pas en fait Flick lui donner. C'est pas impossible, hein, mais vu que voilà, il a eu 0 minutes contre Newcastle, peut-être qu'il lui aurait donné, je veux dire, des minutes pour qu'il se mette en rythme, un peu comme Yamal, mais 0 minutes. Donc, est-ce que Flick a quelque chose d'autre en tête? Parce que là, on pourrait effectivement penser à Marcus Rashford en 9, lui aussi, 0 minutes. 0 minutes contre Séville. Donc je pense en fait qu'il y a une possibilité que beaucoup voulaient voir depuis longtemps, qu'on n'a pas énormément vu. C'est Dani Olmo en fait au poste de faux numéro 9 avec Fermin au poste de numéro 10. On sait que de toute façon que ces deux-là ils peuvent s'interchanger assez facilement parce qu'ils sont naturellement attirés par le but. Et la seule fois où on a vu Dani Olmo au poste de faux numéro 9, ça a été l'un des matchs les plus aboutis de l'ère anti-Flick, c'était la saison dernière contre le Betis Séville en Copa. Donc, lorsque tu fais ça, en fait, tu réussis en fait à rajouter un milieu supplémentaire, à avoir encore plus de maîtrise lors des sorties de balles et aussi à ne pas aller en fait dans la confrontation physique avec cette équipe de Newcastle en te disant faut que je mette un 9 qui va occuper les défenseurs. Le problème avec ça, c'est que tu risques aussi de perdre un joueur qui va faire des appels constants en la personne de soit Ferran Torres ou un autre joueur. Sauf que je pense que Fermin est en mesure de faire ça de manière constante, des appels. Lui et Rafinha, on sait qu'il va les faire. Et Olmo va être là, en fait, à avoir une liberté à se déplacer où il veut, en fait, pour apporter du surnombre pour les sorties de balles. Et je pense que Newcastle ne s'attendra pas à ça. Je pense qu'ils s'attendent forcément à un 9 fixe, soit Rashford, soit Ferran, soit Lewandowski. Mais tu peux les surprendre en mettant Olmo 9, en donnant la liberté habituelle de Rafa, à Olmo une sorte de liberté aussi. Et ça peut créer un chaos de fou.
Parce qu'on sait que Fermin et Olmo sont interchangeables. Les deux, ils peuvent être un peu partout. Lamine peut repiquer dans l'axe quand Fermin va un peu sur le côté. Pareil pour Olmo. Rafinha peut être un peu partout. Ça va bouger de partout et ça peut les déstabiliser, je pense. Donc moi, c'est le 11 que je vois aligné contre Newcastle. Je sais pas si ça va marcher, si Flick va vraiment le faire, va oser le faire. Peut-être que c'est un peu trop offensif, je sais pas. Mais dites-moi, vous, qu'est-ce que vous en pensez dans les commentaires, les amis. On se retrouve pour le débrief juste après le match. À très vite.